Bonjour à tous. Donc, je me présente, Thibaut Dauphin, je suis senior manager chez IBM au sein de nos équipes banque et assurance. Donc, je m'occupe particulièrement des problématiques de transformation digitale dans la banque. Je suis ravi d'avoir des invités aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui va complètement dans le prolongement de l'intervention précédente. C'est un peu la demi-heure utopie de cette matinée. Se poser la question de savoir si la technologie permet, ou comment elle permet une démocratisation, une facilitation de l'accès aux services bancaires et d'assurance, et de se poser, en allant au-delà de ça, la question de savoir si cette démocratisation, elle peut se faire pour le bien commun et amener des effets positifs pour l'ensemble de la société et pas uniquement un nombre restreint d'acteurs. Je suis ravi d'avoir 3 invités pour échanger sur ce thème-là. Je vais commencer par Anne-Claire. Anne-Claire a fait un parcours au sein de la Société Générale pour arriver à des fonctions autour de l'innovation dans la trade finance. Et la raison pour laquelle elle est avec nous aujourd'hui, c'est pour son second rôle, sa seconde casquette, qui est son rôle au conseil d'administration de WeTrade, qui est un consortium entre 9 banques européennes, qui vise à simplifier, faciliter la sécurisation et le financement du paiement international en Europe. Ensuite, Daniel Cissot qui est avec nous aussi, qui est VP en charge du marketing et des relations investisseurs chez SprintPay. Alors SprintPay, c'est une fintech, donc certains d'entre vous ont peut-être assisté à son pitch plus tôt dans la matinée, une fintech qui, entre autres, fait du transfert d'argent à l'international sans frais pour l'utilisateur. On verra peut-être tout à l'heure un petit peu comment ça fonctionne. Et enfin, Christophe Ankomberg, qui est le CEO de Paylib. Alors Paylib, vous connaissez, c'est la solution française de paiement mobile pour les particuliers et les commerçants, qui a été imaginée, créée, partagée avec 9 grandes banques françaises, et le nombre croît encore. Le sujet aujourd'hui, en tout cas ce qui nous amène autour de cette table, c'est la convergence de plein de facteurs dans le même temps ou dans le même geste. À la fois l'arrivée à une certaine maturité d'un grand nombre de technologies qui étaient relativement confidentielles il y a encore quelques années. Moi je repense encore, et je ne suis pas forcément très vieux, mais je repense encore à mon premier smartphone qui était une brique, mais moi qui ne me permettait pas de penser qu'aujourd'hui ça allait être un objet incontournable dans ma vie au quotidien. Je pense aussi à des technologies dont tout le monde parle mais qu'on comprend peut-être un peu moins, comme la blockchain, comme l'intelligence artificielle, etc., etc. Et puis dans le même temps, une vraie remise en question de ce qu'est la finance, une vraie compréhension des limites de ce qu'a atteint la finance dans les années 2000. Et peut-être une évolution de tout cet écosystème avec des nouveaux entrants, avec une remise en question de la manière dont les choses fonctionnent. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à un croisement des chemins, et on peut vraiment se poser la question de savoir si cette technologie, elle va nous permettre de changer un petit peu cet état des choses. Alors pour commencer, j'aimerais peut-être, en commençant peut-être Daniel, vous poser à 3 la question de savoir l'œuf ou la poule. Est-ce que pour vous, c'est la technologie qui vous a amené à repenser la manière dont vous proposez vos services respectifs, ou est-ce qu'il y a un besoin client que vous avez détecté et la technologie est venue après? Alors pour SprintPay, c'est la technologie qui a été à la base de cette aventure. SprintPay, son marché, c'est le transfert d'argent à l'international. Le transfert d'argent à l'international, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé d'envoyer de l'argent à l'international, c'était extrêmement compliqué. Donc l'idée du fondateur de SprintPay, c'est de rendre cette opération de transfert d'argent extrêmement simple et extrêmement agile. Pour faire très court, SprintPay est basé aujourd'hui sur une technologie qui a été développée pendant 2 ans avec 12 développeurs informatiques. Aujourd'hui, au travers d'une appli que vous pouvez télécharger, elle est disponible sur Android et bientôt sur iOS, vous pouvez envoyer de l'argent par votre mobile de n'importe quel pays vers n'importe quel pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, de n'importe quel opérateur téléphonique vers n'importe quel opérateur téléphonique. Et troisième point, de n'importe quel moyen de paiement vers n'importe quel moyen de paiement. Donc, c'est ça qui a été la base de cette aventure. Le modèle économique sur lequel on reviendra sûrement après est venu dans un deuxième temps.
Alors, en ce qui concerne WeTrade, je dirais que on est d'abord parti d'un besoin du marché. Donc, qu'est-ce que WeTrade propose ? Aujourd'hui, quand on est une entreprise et alors nous on est sur le marché de ce qu'on appelle le B2B, hein, donc entreprise à entreprise. Quand on est une entreprise et qu'on souhaite faire du commerce à l'international, on a un dilemme qui est est-ce que je paye d'avance quand je suis acheteur et en espérant un jour recevoir ma marchandise, ou est-ce que je fais confiance quand je suis exportateur, j'envoie ma marchandise et j'espère être payé un jour, mais dans les deux cas, il y a un déséquilibre et un risque qui est pris par l'un des deux. Il existe des techniques pour éviter ces risques-là, ou plus exactement pour remettre l'équilibre entre les deux partenaires, mais qui sont des techniques financières assez complexes et en plus basées pour certaines d'entre elles, donc crédit documentaire, sur beaucoup de manipulations de papier. Donc ça requiert de l'expertise, ça requiert du temps, et du coup ça coûte assez cher. Au final, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas de solution simple pour de la PME non expert, pour des transactions de petits montants, et en particulier sur le marché intra-européen où les transactions sont rapides. Donc ça, c'est le point de départ, avec l'illustration qu'on reprend dans WeTrade régulièrement, puisque le projet est né en Belgique, du cas de l'exportateur de pommes de terre. C'est important, la pomme de terre en Belgique. Donc, et l'exportateur de pommes de terre qui est allé voir le patron du commerce international de KBC en lui disant « Il faut que tu m'inventes quelque chose là, c'est pas possible, j'ai pas de solution ». Voilà. Et donc c'est de là qu'est né WeTrade. Après, bien évidemment, pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Parce qu'il y a des nouvelles technologies qui ont mûri, qui sont disponibles, et on va y revenir, je pense. Mais c'est vraiment d'abord du business que c'est parti. Bonjour à tous. Alors Paylib, on a coutume maintenant de dire que c'est un peu la fintech aux 20 000 poids de vente de toutes les agences bancaires. Il y a 50 000 points de contact uniques par mois. C'est presque plus que Google. Alors je ne parle pas par jour, parce qu'évidemment là, la comparaison ne tient pas. Et Paylib, en fait, c'est né des expériences clients. La technologie, bien sûr, est un support. On va utiliser au maximum la capacité à des API d'être utilisées, au maximum des mobiles, de pouvoir avoir des systèmes avec des authentifications qui appellent les authentifications des banques. Mais il faut se rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le paiement est de plus en plus ouvert. Nous avons une réponse à apporter sur le paiement instantané avec un numéro de téléphone. C'est tout bête, mais aujourd'hui, vous avez tous un téléphone, un numéro, et à partir du moment où les banques ont garanti l'appairage avec ce numéro, et un numéro de carte et un numéro de compte, on peut faire des transferts assez facilement, et vous imaginez toute la puissance que ça peut avoir. Donc on va surfer là-dessus, on va utiliser évidemment les technologies les plus modernes pour arriver à ce but, et de se connecter sur les banques et avoir aussi accès et pouvoir sécuriser tout ce process, parce que la sécurité, ça reste important, ça a été rappelé. Voilà, donc la technologie n'est qu'un support, mais on l'utilise à plein. Et c'est pas notre, on va dire, c'est pas notre Graal, c'est surtout l'expérience client. Alors c'est intéressant parce que ce que vous dites, et on voit dans vos trois histoires respectives que dans les faits, en fait, aujourd'hui, on a des fintechs qui viennent de la techno, on a des banques ou des acteurs autour du monde du bancaire et de l'assurance qui repensent un petit peu la manière dont ils veulent proposer leurs services, les distribuer, et toutes ces histoires-là s'entremêlent un petit peu. On fait arriver la technologie après, ou pour certains, elle est le point de départ. Et pour autant, la transformation qu'on observe sur l'industrie, elle touche tout le monde. Alors on a beaucoup parlé de la technologie, un peu avec un grand T, là dans ces premières minutes. Anne-Claire, peut-être en quelques mots, sur WeTrade, la technologie en tant que telle, ça ressemble à quoi? C'est quoi? Quel est le sous-jacent derrière? Alors, avant de répondre à la question plus précisément, je dirais que le cas d'usage que j'ai décrit au démarrage est un cas qui est connu depuis longtemps, et ça fait, je pense, 15 ou 20 ans que le marché du financement du commerce international cherche à trouver des solutions digitales pour les entreprises. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui et qui nous permet d'arriver à proposer quelque chose de concret ? C'est que finalement, ce qui a été un obstacle jusqu'à présent, c'est qu'on était obligé de passer par un tiers de confiance pour aller sécuriser ces opérations-là. Il y a des solutions qui existent, mais qui impliquent de passer par une fintech, et tous les acteurs n'ont pas forcément confiance dans cette fintech.
La grosse valeur ajoutée de la solution qu'on propose aujourd'hui, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle les DLT, Distributed Ledger Technology, ou technologie de registre distribué, plus communément appelée blockchain, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est les technologies qui sont nées, qui est née du Bitcoin et de l'utilisation du Bitcoin, mais qui sont utilisées pour les valeurs qu'elles apportent et les intérêts qu'ils apportent. C'est-à-dire que dans ce qu'on entend, on entend distribuer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chacun des acteurs contribue finalement, possède une copie des transactions et contribue à la validation de ces transactions. Donc la confiance, elle est partagée et on n'a pas besoin de se mettre entre les mains d'un tiers. Donc ça, c'est le premier aspect technologique sur lequel on s'appuie beaucoup pour offrir la solution WeTrade. Et c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que quand on parle de commerce international, on parle d'écosystème. On ne fait pas du commerce tout seul. Donc on a besoin d'avoir un réseau très large. On a besoin que nos clients entreprises françaises qui importent ou qui exportent, elles puissent atteindre leur contrepartie dans le monde entier, quelle que soit la banque en question. Et donc cette question de confiance est absolument cruciale parce que c'est difficile de trouver un acteur qui fait l'unanimité auprès de tous les acteurs financiers et commerciaux. Ça, c'est la première technologie, donc la blockchain. La deuxième technologie que Christophe a déjà mentionnée brièvement, c'est certainement les API. Donc, pourquoi ? Parce que le fait d'avoir des systèmes informatiques ouverts et qui sont capables de communiquer entre eux de manière simple et fluide, ça nous permet aussi d'imaginer plus facilement des solutions complètes d'un point de vue du client. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les solutions qui sont disruptives, elles ne sont jamais 100% le fait de l'entreprise qui a eu l'idée, mais elles sont généralement la composition de plusieurs briques de Lego qui viennent de plusieurs entités différentes. Donc, je vais dire des banalités, mais pour ceux qui seraient moins familiers du sujet, par exemple, c'est le fait que Uber s'appuie sur les API de Google Maps pour positionner ses véhicules. Uber n'a pas tout réinventé from scratch, de zéro. Donc ça, c'est aussi la deuxième technologie sur laquelle on va s'appuyer pour offrir un service complet à nos clients, les API. Et ça, je pense que c'est très intéressant ce que tu exposes là, c'est qu'on se rend compte que les acteurs bancaires traditionnels, là on ne parle pas de fintech en tant que tel, mais d'acteurs bancaires traditionnels, se projettent différemment sur cet écosystème-là, se projettent dans des partenariats, se projettent dans des logiques de consortium, on y reviendra après, et qui est quelque chose qui me semble assez nouveau et qui me semble être dans une démarche d'ouverture de l'économie ou du monde de la finance qui est relativement nouvelle par rapport à ce qu'on observe. Alors, juste avant de passer le micro, je rajouterai une chose. Sur les technos blockchain, on est vraiment sur des technologies qui sont nouvelles, qui ne sont pas encore complètement mûres et sur lesquelles on est vraiment précurseur. Donc on est vraiment sur un projet d'innovation, projet qu'on mène en partenariat avec IBM, qui est notre fournisseur de solutions sur lequel on s'appuie. C'est très intéressant, mais c'est aussi vraiment du défrichage à la machette dans la forêt vierge. Donc on est plusieurs à faire ça, plusieurs consortiums en cours, mais c'est vraiment quelque chose qui est aussi, c'est ce genre de projet qui va nous permettre aussi de confirmer ou de nuancer les promesses que le marché annonce depuis maintenant quelques mois. Alors, Christophe, peut-être la même question quand on dit paiement mobile, derrière la technologie derrière tout ça, en quelques mots, ça... Imaginez-vous développer un système de paiement interbancaire. Vous êtes face à des acteurs qui ont chacun leur connecteur, chacun leur façon de développer. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Paylib, c'est encore beaucoup dans les banques. C'est des enrôlements différents. C'est 7 fois la même façon de faire, mais développée différemment. Ce n'est pas très efficace. Aujourd'hui, on a des technologies en fait, qui permettent d'insérer un certain nombre de choses automatiquement. On parle de SDK, on parle d'API. Donc, ces technologies-là en fait, permettent de factoriser. Et donc, on utilise tout ce qui est à l'état de l'art aujourd'hui pour permettre demain de proposer des services factorisés. C'est très important parce que d'abord, ça ménage l'indépendance de ceux qui veulent continuer à développer le service à l'intérieur de leur environnement. Mais ça nous permet à nous aussi, en tant que service mutualisé, de pouvoir proposer nous-mêmes le service. Donc demain, vous aurez le choix, quand vous vous enrôlerez à Paylib, soit de passer par votre banque, soit de passer par une application qu'on aura développée nous et qui permettra d'accéder au service de votre banque. Alors ça sera logoté avec le logo de votre banque, vous retrouverez l'environnement,
mais finalement, le parcours sera le même. Et quand je parlais tout à l'heure des user experience, finalement, on l'a défini d'une manière identique, que ça soit à l'intérieur de la banque ou que ça se trouve dans un environnement mutualisé. Pour finir, Daniel, peut-être sur SprintPay. Alors là, on est dans une projection, on parlait d'inclusion numérique, les transferts d'argent à l'international, ça suppose que toutes les parties prenantes aient accès justement au digital. Comment ça fonctionne sur côté SprintPay? Alors en fait, la technologie qui a été développée par SprintPay, c'est une technologie dite d'agrégation de moyens de paiement. Jusqu'à présent, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais en Afrique, il y a un usage très fort de ce qu'on appelle la mobile money, c'est-à-dire qu'on peut transférer de l'argent via le mobile, mais si on est dans le même pays et si on est sur le même opérateur téléphonique. Donc la technologie qu'a développée de manière unique SprintPay, c'est une technologie dite, le mot est un peu barbare, d'interopérabilité, qui permet de passer outre à la fois les frontières et passer outre le fait qu'on ne soit pas chez le même opérateur. C'est très clair. Alors, on a abordé, on a deux acteurs ici qui sont très représentatifs. La manière dont on s'attaque à ce changement de l'industrie bancaire, et à cette ouverture des services, simplification de l'accès. On a deux exemples de consortiums. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la raison pour laquelle vous avez choisi, ou vos organisations ont choisi ce mode de fonctionnement-là, plutôt qu'un mode de fonctionnement, j'allais dire, peut-être plus traditionnel, qui est de dire on crée notre appli, on crée notre service, on le fait, ça nous prendra 3 ans, on fait un bon cycle en V, et derrière, on sort un produit en se rendant compte que 2 mois avant nous ou 2 mois après nous, j'ai le voisin d'en face qui fait la même chose. Pourquoi maintenant ce choix-là du consortium ? Bon, le cycle en V, c'est le passé. Enfin, aujourd'hui, on ne peut plus travailler en cycle en V, sauf dans des grands projets d'infrastructure ou des grands projets dans lesquels on a besoin de faire des choses extrêmement complexes. Bon, ok. Mais quand on est dans des sujets où on tourne autour des GAFA, des FinTech, etc., qui ont des façons extrêmement agiles de développer, on ne peut plus se permettre d'être dans des modes comme ça. Donc forcément, on doit passer à des modes beaucoup plus agiles et plutôt en escargot. On fait des MVP, on les démarre, on les fait fonctionner tant bien que mal, et puis au fur et à mesure, on les améliore et on arrive au service cible, en ayant évidemment fixé la trajectoire et l'endroit où on veut arriver. Donc c'est très important de le voir de cette façon-là, et il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, pour développer et pour inscrire dans la roadmap d'un grand industriel, on va dire d'une banque ou de n'importe qui, si vous voulez mettre du digital là-dedans, vous en avez pour 12 mois, 18 mois, voire 2 ans. Aujourd'hui, les roadmaps sont full. Toutes les entreprises sont en train de développer des applications partout, en mobile, en digital, etc. Les roadmaps sont pleines. Donc, ce n'est même pas la peine d'envisager les cycles en V. Il faut forcément passer à côté, travailler avec les ouvertures des services que les banques doivent développer, de toute façon, pas seulement par obligation réglementaire, mais aussi parce que, pour mutualiser, de pouvoir proposer nous-mêmes le service. Donc, demain, vous aurez le choix, quand vous vous enrôlerez à Paylib, soit de passer par votre banque, soit de passer par une application qu'on aura développée nous et qui permettra d'accéder aux services de votre banque. Alors ça sera logoté avec le logo de votre banque, vous retrouverez l'environnement, mais finalement le parcours sera le même. Et quand je parlais tout à l'heure des user experience, finalement on l'a défini d'une manière identique, que ça soit à l'intérieur de la banque ou que ça se trouve dans un environnement mutualisé. Pour finir, Daniel, peut-être sur SprintPay. Alors là, on est dans une projection, on parlait d'inclusion numérique, les transferts d'argent à l'international, ça suppose que toutes les parties prenantes aient accès justement au digital. Comment ça fonctionne sur côté SprintPay ? Alors en fait, la technologie qui a été développée par SprintPay, c'est une technologie dite d'agrégation de moyens de paiement. Jusqu'à présent, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais en Afrique, il y a un usage très fort de ce qu'on appelle la mobile money, c'est-à-dire qu'on peut transférer de l'argent via le mobile, mais si on est dans le même pays et si on est sur le même opérateur téléphonique. Donc la technologie qu'a développée de manière unique SprintPay, c'est une technologie dite, le mot est un peu barbare, d'interopérabilité, qui permet de passer outre à la fois les frontières et passer outre le fait qu'on ne soit pas chez le même opérateur. C'est très clair. Alors,
on a abordé, on a deux acteurs ici qui sont très représentatifs, la manière dont on s'attaque à ce changement de l'industrie bancaire, et à cette ouverture des services, simplification de l'accès. On a deux exemples de consortiums. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la raison pour laquelle vous avez choisi, ou vos organisations ont choisi ce mode de fonctionnement-là, plutôt qu'un mode de fonctionnement, j'allais dire, peut-être plus traditionnel, qui est de dire on crée notre appli, on crée notre service, on le fait, ça nous prendra 3 ans, on fait un bon cycle en V, et derrière, on sort un produit en se rendant compte que 2 mois avant nous ou 2 mois après nous, j'ai le voisin d'en face qui fait la même chose. Pourquoi maintenant ce choix-là du consortium ? Bon, le cycle en V, c'est le passé. Enfin, aujourd'hui, on ne peut plus travailler en cycle en V, sauf dans des grands projets d'infrastructure ou des grands projets dans lesquels on a besoin de faire des choses extrêmement complexes. Bon, ok. Mais quand on est dans des sujets où on tourne autour des GAFA, des FinTech, etc., qui ont des façons extrêmement agiles de développer, on ne peut plus se permettre d'être dans des modes comme ça. Donc forcément, on doit passer à des modes beaucoup plus agiles et plutôt en escargot. On fait des MVP, on les démarre, on les fait fonctionner tant bien que mal, et puis au fur et à mesure, on les améliore et on arrive au service cible, en ayant évidemment fixé la trajectoire et l'endroit où on veut arriver. Donc c'est très important de le voir de cette façon-là, et il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, pour développer et pour inscrire dans la roadmap d'un grand industriel, on va dire d'une banque ou de n'importe qui, si vous voulez mettre du digital là-dedans, vous en avez pour 12 mois, 18 mois, voire 2 ans. Aujourd'hui, les roadmaps sont full, toutes les entreprises sont en train de développer des applications partout, en mobile, en digital, etc. Les roadmaps sont pleines, donc c'est même pas la peine d'envisager les cycles en V. Il faut forcément passer à côté, travailler avec les ouvertures des services que les banques doivent développer de toute façon, pas seulement par obligation réglementaire, mais aussi parce que pour construire leurs propres services, il faut qu'ils l'assoient là-dessus pour gagner l'agilité du front. Pour faire évoluer un site front, c'est-à-dire donc un site web ou un site mobile, si vous n'avez pas organisé derrière votre architecture de façon à ce que ça soit prêt à l'emploi et que vous n'ayez plus que l'interface finale à modifier, c'est très compliqué parce que vous rentrez effectivement dans des cycles en V et c'est long. Et le time to market n'est pas là. Alors ça, c'est effectivement, et on explique bien pourquoi ce driver technologique, il force les acteurs classiques via l'impulsion, via l'énergie, le dynamisme des fintech à s'adapter, mais sur le choix du consortium en tant que tel, comme nouvel mode d'organisation. Alors, le choix du consortium, je dirais, il est double, probablement. Il est d'abord lié au fait qu'on est de plus en plus les solutions qui marchent aujourd'hui sont les solutions qui sont centrées sur l'expérience client, ce qui veut dire qu'il faut d'abord regarder avoir le point de vue du client avant d'avoir le point de vue de la banque. Donc par exemple avec WeTrade, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire parce que une fois de plus, la question qu'on se pose avec WeTrade, c'est quand je suis une entreprise et que j'ai besoin de faire une opération de commerce international, de quoi ai-je besoin, que ce soit du service financier ou non, d'accord ? Quel est mon besoin à moi, entreprise ? Ça implique forcément des consortiums, et pour l'instant, WeTrade est un consortium financier composé de banques, mais il y a bien évidemment dans la feuille de route l'idée d'embarquer des acteurs de la supply chain physique, qui sont les acteurs auxquels nos clients ont besoin de faire appel pour les différents aspects de leurs transactions commerciales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure, si on veut que nos clients puissent utiliser la solution qu'on développe avec tous leurs partenaires dans le monde, il faut embarquer tous les acteurs financiers. Et donc, pour ça, ça présente aucun intérêt de développer une solution tout seul dans son coin. Et les technologies distribuées n'ont aucun intérêt tout seul. Enfin, elles ont un autre intérêt, mais enfin, c'est des use cases internes, on va dire, mais c'est différent. Voilà. Sur l'aspect mode de développement, c'est vrai que c'est important et c'est nouveau pour les banques, il ne faut pas se le cacher quand même, d'avoir cette approche, cette approche agile et cette approche qui consiste à, plutôt que d'essayer de construire le magnifique paquebot complet qui aura tous les équipements dernier cri et de mettre 3 ans pour ça, de commencer par le bateau à rame et puis ensuite de rajouter un moteur et puis ensuite de faire grossir la coque. C'est vraiment la démarche dans laquelle on est dans notre projet, donc avec une solution qui va être lancée dans les prochaines semaines, qui sera une solution qui sera un minimum viable product. Voilà.